Coucou les potes, c'est Capet. Aujourd'hui on va parler de NFT, de Non-Fungible Token. On va apprendre ce que c'est, à quoi ça sert, qu'est-ce qui définit la valeur des NFT, leur prix si vous préférez. On va également parler des NFT à collectionner, mais aussi des Play to Earn, c'est-à-dire des jeux vidéo où vous pouvez jouer pour générer des profits. On va faire un petit cours d'histoire aussi sur l'histoire des NFT. Bref, on va tout comprendre dans un format bien condensé de j'espère moins de 15 minutes. J'espère moins de 15 15 minutes. minutes. J'espère moins de 15 minutes. Donc je m'appuie sur un article que j'ai rédigé. Si vous voulez plus d'informations sur les NFT, vous pouvez lire cet article aussi. Mais rassurez-vous, je vais essayer de condenser tout ça dans cette vidéo. Donc on va commencer déjà par qu'est-ce que c'est un NFT? Eh bien tout simplement, c'est un non-fungible token, traduit vulgairement en français, jeton non fongible. C'est-à-dire que ce sont des jetons uniques. Chacun de ces jetons ont des valeurs, on va dire, différentes qui sont définies du coup par le marché. Donc qu'est-ce qu'un jeton fongible ou une monnaie fongible? Eh bien c'est tout l'inverse. Je vais vous montrer par exemple ces deux pièces de 50 centimes. Vous voyez, ces deux pièces, elles sont différentes. Voilà, je tiens deux objets différents, mais elles ont la même valeur faciale, c'est 50 centimes. Donc elles sont fongibles. C'est la même chose pour les bitcoins, c'est la même chose pour les ethers. Un bitcoin a la même valeur qu'un autre bitcoin. Un ether a la même valeur qu'un autre ether. C'est la même chose. Tout ça, c'est fongible. Ils ont tous la même valeur. Quand on parle de NFT, eh bien, on parle comme une œuvre d'art d'une pièce qui est unique. Et c'est son unicité, sa rareté qui définit sa valeur. Et ça, bien entendu, c'est le marché qui le définit. Donc, on va aller aujourd'hui plus en détail sur ce que c'est les NFT, leur histoire. Et j'espère que ce format vidéo va vous plaire. Donc, avant de parler de pognon, de valeur, puisqu'effectivement, plus tard dans la vidéo, on va aussi parler de comment on peut essayer de faire de l'argent avec ça et comment on peut surtout éviter d'en perdre parce qu'il y a des pièges sur ce marché, vous vous en doutez bien. J'ai envie qu'on parle déjà rapidement des utilités des NFT parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Et il suffit d'avoir un petit peu, on va dire, d'ouverture d'esprit pour s'en rendre compte. Donc déjà, les NFT, on peut s'en servir pour prouver la détention d'un actif. Je prends un exemple. Moi, je suis Capet. Donc demain, j'espère, je pense que ça va se faire, il va y avoir des systèmes mutualisés où je vais avoir mon identité numérique, un peu comme ma carte d'identité, mais plus loin, c'est plus que mon identité, c'est ce que je représente dans le monde virtuel et réel. Et je vais pouvoir lier mes différents wallets crypto dessus. Sur mon wallet crypto, je vais avoir mes cryptos, mes bitcoins, mes ethers, etc. Et j'aurai mes NFT. Mes NFT, ça pourrait être quoi? Ça pourrait être par exemple, j'ai ce bail pour cet appartement. Voilà, je suis locataire de cet appartement. Je suis sous contrat avec un tel. Le contrat, je peux le prouver que je l'ai signé avec un tel parce qu'au moment où on a fait le contrat ensemble, on l'a ensuite uploadé sur internet et on a créé un NFT, on a créé une identité unique par rapport à ce contrat qui fait que si quelqu'un s'amuse à copier le contrat et à le re-uploader sur internet, le matricule lié à ce contrat va changer. J'espère que vous arrivez à me suivre et du coup on saura que c'est pas le contrat originel. Et ça s'applique à toutes sortes de choses. Ça s'applique à l'immobilier, auto, voiture, bateau ou même des skins dans les jeux vidéo. Si vous voulez, vous pouvez rattacher un matricule virtuel, une empreinte numérique à toute chose matérielle ou immatérielle. Donc je veux aussi prendre l'exemple des skins dans les jeux vidéo. Par exemple, moi je joue beaucoup à Counter-Strike, c'est un jeu de guerre, d'accord? Dans Counter-Strike, vous pouvez avoir la possibilité de personnaliser votre personnage. Donc vous payez des objets pour ça. Vous avez des couteaux personnalisés, des fusils personnalisés, des snipers personnalisés, etc. etc. Aujourd'hui, ce système-là, il est centralisé par le développeur de jeux vidéo. Et ce qui pourrait être fait, et ça commence à être fait justement, c'est créer un NFT pour chacun de ces objets. C'est-à-dire que chaque objet, il a son matricule qu'on va certifier dans la blockchain. Et moi, je peux très bien posséder cet objet dans le jeu, avoir le jeton de cet objet dans mon application et le rattacher à mon identité virtuelle. Donc là, je me projette un petit peu dans le futur, mais l'idée, c'est ça. Et on va y venir plus loin parce qu'il y a effectivement des projets de NFT liés à des jeux vidéo, donc on va parler de Play to Earn, mais il y a aussi des objets qui sont de la pure collection. Donc si vous voulez, il y a beaucoup de gens que ça bloque, et moi le premier de base, c'est de se dire, oui mais ce truc il n'est pas utile et je peux pas le toucher, à quoi il sert? Potentiellement, il peut être représenté dans un monde virtuel et tu peux l'afficher aux gens. Donc là c'est pareil, je prends l'exemple de VRChat, donc c'est pas du tout lié à la crypto, mais VRChat c'est un jeu vidéo sur Steam qui est gratuit, qui se joue soit sur PC, soit avec un casque de réalité virtuelle. Et vous pouvez changer les accoutrements de votre personnage. Vous pouvez être un personnage de lapin, vous pouvez être un marsupilami, un Pokémon, peu importe. Et vous pouvez acheter des personnages en fait. Donc pareil, on pourrait dire que y a un créateur qui va créer des habits pour ses personnages en quantité limitée. Ensuite, il va les vendre. Comment on va pouvoir certifier que c'est bien lui qui les a créés et que c'est bien un tel qui le possède ou une autre personne? C'est justement
justement grâce aux NFT notamment. Donc c'est vraiment l'intérêt de pouvoir prouver la détention d'un actif, de pouvoir tokeniser toutes sortes de choses, donc de l'immobilier encore une fois, des œuvres d'art, des voitures, tout ce que vous voulez, ou des trucs immatériels, et ça peut aussi servir de jeton d'accès pour vous connecter à des applications, pour avoir accès à des biens ou à des services. Par exemple, voilà, vous achetez un billet pour accéder à un concert ou accéder, je sais pas moi, à un festival, et bien ce billet ça pourrait être un NFT, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez bipé le billet pour entrer dans le concert, le NFT est détruit. Voilà, ça peut être ce genre de choses. Et même encore mieux, vu qu'il est représenté sous forme de NFT, on pourrait simplifier le fait de pouvoir revendre son billet sur une marketplace. Donc je sais pas si vous commencez à me suivre vis-à-vis de ça, mais en fait, vraiment des utilités par rapport aux NFT, il y en a plein. Je vous invite vraiment à vous renseigner par rapport à ça, parce qu'il y a ce lien avec les crypto-monnaies et la blockchain, mais on peut parler de NFT avec des gens qui ne sont pas forcément intéressés aux crypto-monnaies, et c'est ça qui est vraiment intéressant, et c'est ça qui fait qu'en ce moment, ça pète assez fort, c'est que ça amène un nouveau public vers les crypto-monnaies, tout simplement. Maintenant qu'on a compris l'utilité, on va faire un très rapide point sur l'histoire, parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup parler des NFT en ce moment. Il faut savoir que les NFT côté crypto, ça existe depuis très longtemps, ça a commencé à être prototypé avec les jetons colorés dès l'année 2012. Puis il y a eu plein de petits essais sur Bitcoin, puis sur un fork de Bitcoin nommé Namecoin, voilà, Blockheads, Comic-Con, Twitterhead. Je vais pas vous mentir, j'en ai jamais entendu parler personnellement. Moi, les premiers NFT dont j'ai vraiment entendu parler, c'est ceux-là, c'est Etheria V1 et RarePeps. Alors Etheria, de mémoire, c'était des parcelles de terrain virtuels qu'on pouvait acheter avec de l'Ether. Et les RarePeps, c'est des mimes en fait qui étaient tokenisés, donc c'est des sortes de cartes à jouer qui sont tokenisées. Et qu'on pouvait acheter. Donc il y avait toute une marketplace de cartes à la con. Je vais regarder rapidement, je vais juste faire attention parce qu'il y a peut-être des trucs avec des tendances un peu pornographiques, donc il faut faire attention. C'est un coup à faire sauter la chaîne YouTube. Bref, on pouvait voilà, collectionner ces petites cartes. C'était assez rigolo et ça se passait en fait à la fois sur Internet et sur la blockchain Bitcoin. Si vous voulez, les NFT, tout ça pour vous dire, ça date pas d'hier, mais en fait, il y a eu vraiment deux mouvements qui ont fait que ça a explosé. Le premier mouvement, il s'est fait en 2018 avec les CryptoKitties. Donc en fait, les CryptoKitties, c'était des petits chats à collectionner sur la blockchain Ethereum. Donc il en existe aujourd'hui plusieurs millions. L'idée était assez simple, on pouvait acheter des chats, on pouvait les faire se reproduire et ça permettait d'avoir des chats un petit peu différents, avec différents niveaux de rareté. Et du coup, il y a plein de gens qui ont joué le jeu pour s'amuser ou pour probablement blanchir de l'argent, malheureusement. Et ça a créé un volume de transactions absolument énorme sur Ethereum, en fait, à un tel point que ça a saturé la blockchain Ethereum. Donc ça, c'est vraiment le premier projet NFT pour moi qui a fait un gros boom, de par le fait que ça a saturé Ethereum et que ça a aussi fait monter le cours de l'Ethereum d'une certaine façon, puisque ça a stimulé l'activité, le volume de transactions sur la plateforme. Ensuite, le deuxième boom, beaucoup plus récent, même si ça a été créé un petit peu avant les CryptoKitties, ce sont les CryptoPunks. Alors les CryptoPunks, c'est quoi? Le concept est assez marrant. En fait, c'est un algorithme qui a généré 10 000 CryptoPunks avec des propriétés un petit peu particulières. Donc il y a des punks avec des têtes d'humains, il y a des punks avec des têtes de singes ou des têtes d'aliens, ou avec des capuches, par exemple, voilà. Et en fait, en fonction de ces différents types de punks, il y a différents niveaux de rareté. Par exemple, il y a 24 singes sur 10 000, il y a 9 aliens sur 10 000. Donc forcément, ces punks-là sont beaucoup plus rares. Donc ça a été lancé en 2017, et au début, bon, il y a quelques personnes qui ont joué le jeu, mais ça n'a pas spécialement cartonné. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que sur ce nouveau bull run de 2020-2021 des crypto-monnaies, c'est revenu au devant de la scène de par le fait que, je sais pas, il y a eu un boom en fait. Il y a des gens qui se sont mis à en parler, qui se sont mis à se battre pour en acheter. Étant donné qu'il n'y en a que 10 000 en circulation, bah ça fait que de facto ils sont extrêmement rares. Donc ils ont en quelque sorte créé une forme de rareté. C'est comme si c'était des portraits virtuels. Et il faut savoir que les punks les plus rares se sont vendus à des niveaux absolument astronomiques. C'est ce qu'on peut voir ici. Donc je vous disais quoi, les têtes d'aliens, il n'y en a que 9 sur 10 000. Et bah les deux aliens ici se sont vendus chacun 4200 Ethers. Au cours actuel, ça fait plus de 13 millions de $. Voilà, là c'est pareil, il y a un singe qui s'est vendu 2250 Ethers. Donc voilà, il y a une... Je sais pas si on peut appeler ça une bulle spéculative ou une nouvelle révolution qui se fait, ça dépend vraiment des gens. On a d'ailleurs l'entreprise Visa qui a investi dans un CryptoPunk, il a acheté plusieurs centaines de milliers de dollars. Et aujourd'hui, bah, le CryptoPunk le moins cher à la vente coûte 85 Ethers, soit 280 000 $.
Donc c'est vraiment assez ouf. Et du coup, ces CryptoPunks, ça a créé une espèce de nouvelle bulle où tout le monde s'est mis à créer des collections de NFT. Donc ça, vous pouvez les voir sur Internet. Par exemple, sur la plateforme OpenSea, qui est la plus grosse plateforme de NFT aujourd'hui. Sachez que c'est très très simple à créer un NFT sur cette plateforme. Vous avez juste à vous connecter. Il vous suffit simplement de vous connecter. Vous mettez une image, un nom, une description. Vous mettez en ligne, soit sur la blockchain Ethereum, soit sur la blockchain Polygon. La mise en ligne ne coûte rien. Les commissions sont prises par OpenSea au moment de la vente, justement. Donc, tout le monde peut se mettre à créer des NFT. Bah, là, on peut voir que ça crée des volumes de transactions qui sont absolument ouf. Là, par exemple, bah, il y a des dizaines de milliers d'Ethers qui sont échangés sur du loot ou sur du CryptoPunk ou sur du Bored Ape Yacht. Voilà, donc Bored Ape, c'est pareil. Ils ont piqué un petit peu le concept des CryptoPunk. Ils en ont miné 10 000. Et pareil, on a différents types de singes avec différents niveaux de rareté. Donc, on va parler d'investissement maintenant parce que ça peut mettre des étoiles dans les yeux. On peut se dire, oh là là, il y a des sous à faire, etc., etc. Mais il y a des pièges et j'ai envie qu'on en parle ensemble tout de suite. Me revoilà, donc du coup, comment faire des sous avec les NFT, comment éviter les pièges? Alors déjà, il y a deux façons d'obtenir des NFT, soit de les générer au moment des drops de nouvelles collections, soit en les achetant. Voilà. Donc, je vais prendre l'exemple de Orori, puisque c'est un projet que j'ai suivi de loin. Ils ont expliqué sur un post Medium comment faire. Alors, généralement, faut suivre un petit peu les bons youtubeurs, les bons influenceurs, les bons projets pour savoir quel drop il y a pour les NFT. Et il faut voir les conditions. Donc là, les conditions sont les suivantes. Il fallait 5 Solana, plus même un tout petit peu plus. Il fallait 5,1 Solana sur un wallet pour pouvoir participer, parce qu'il faut 5 Solana pour générer un Orori et il en fallait un petit peu plus pour payer les frais de transaction. C'est pour ça qu'ils proposaient 5,1. En réalité, 5,005, ça suffisait, mais bon, peu importe. Donc, il faut un wallet compatible, comme Phantom, par exemple. Moi, je vous conseille Phantom. Marche très très bien sur la blockchain Solana. Et il faut donc envoyer ces Solana sur son wallet Phantom et attendre ensuite que le drop commence. Donc, il vous donne une date et généralement, tout le monde va s'arracher pour obtenir le drop. Donc généralement ça part en 2 minutes. Donc il faut être là au bon moment, faire F5 comme un connard sur la page web jusqu'à que le drop soit actif, connecter son wallet à l'application, payer pour miner, pour minter plutôt, pour générer le jeton aléatoirement et ensuite vous croisez les doigts pour que ça marche. Pourquoi vous croisez les doigts pour que ça marche? Eh bien tout simplement, comme il y en a que 10 000 en circulation et que c'est quelque chose qui marche plutôt bien en ce moment pour les projets qui sont suivis comme celui-là, en fait, ce qui se passe, c'est que tout le monde ne va pas y arriver. Il y a des gens, ils vont programmer des robots, ils vont essayer d'automatiser la tâche. Donc, tout le monde ne va pas y arriver. Bon, imaginons que vous y arriviez. Hop, vous obtenez votre NFT. Donc là, pour le coup, c'est toujours la même logique. Vous voyez, il y a différents types de Orori, différents types de rareté en fonction du chapeau, du visage, etc., etc. Bon, voilà. Une fois que vous obtenez votre jeton, libre à vous de le mettre en vente ou de le garder. Donc, à ce moment-là, pour la mise en vente, vous connectez votre wallet à l'application. Et une fois connecté, il n'y a plus qu'à mettre en vente. Et c'est la même chose pour l'achat. Vous connectez votre wallet à l'application. Ici, en l'occurrence, Solanart. Je prends l'exemple de Solanart et pas OpenSea parce que les frais de transaction, ça a quand même rien à voir. Je trouve Solana un petit peu plus facile à utiliser de ce point de vue-là, mais ça marche pareil des deux côtés. Voilà, imaginons que je vais acheter un Orori, je clique dessus et vous voyez que j'ai les différents attributs, donc les différents niveaux de rareté, on va dire, et j'ai un bouton achat qui est un petit peu caché. Mais vous avez compris, voilà, petit bouton achat. C'est comme ça que ça se passe. Maintenant, quels sont les pièges? Eh bien, tout simplement, le problème, c'est que aujourd'hui, ça marche bien. Il y a des projets pour qui ça marche très bien, les NFT, mais il y a des projets pour qui ça ne marche pas du tout. Donc, vous pouvez vous retrouver dans une situation où vous achetez un NFT et vous êtes dans l'incapacité totale de le revendre. Donc là, je m'adresse aux gens qui souhaitent acheter pour revendre et pour tirer un bénéfice. Je parle pas des collectionneurs, bien entendu. Si vous trouvez pas de vendeur, vous êtes plutôt emmerdé parce que autant avec les crypto-monnaies, il y a toujours un acheteur. Quand vous vendez, il y a toujours un acheteur puisque les carnets d'ordre sont remplis sur les exchanges comme Binance et FTX. Autant sur ces plateformes comme ici, c'est compliqué de trouver des acheteurs. Donc, vous pouvez vous retrouver dans une situation où vous ne trouvez personne qui va racheter votre truc et vous êtes bloqué. Donc, c'est une perte sèche pour vous. Donc, je tiens vraiment à vous dire que c'est pas aussi magique que ça en a l'air. Oui, il y a des gens qui ont fait des sous, mais avec combien d'échecs, combien d'achats, combien de trucs qu'ils n'ont pas vendus ou trucs qu'ils ont vendus à perte. Voilà, on parle souvent des succès, on parle pas des perdants. Moi, je vous dis de faire très attention. Essayez de trouver des projets à succès avec des visuels qui vous plaisent et qui peuvent plaire. Et là, pourquoi pas peut-être vous arriverez à en tirer un bénéfice.
Mais autrement, faites attention à vous. Également, je tenais à vous préciser que toute cette folie autour des NFT, forcément, elle est très bénéfique pour le cours des monnaies, puisque pour pouvoir participer au mint, donc au fait de générer les jetons de cette collection, eh bien vous devez acheter les jetons. Et le truc, c'est que tout le monde se rue sur l'achat des jetons, et ça peut créer une espèce de bulle spéculative, ça peut pousser le prix vers le haut. C'est ce qu'on a vu sur Solana, il y a eu des drops de NFT sur la plateforme Solanart dans tous les sens, et ça a permis au Solana de passer de très rapidement 30 $ à 200 $, donc c'est totalement ouf. C'est un run qui est totalement ouf. La prochaine marketplace de NFT que j'ai dans le viseur, c'est celle de PancakeSwap pour le 22 septembre, et franchement, ça vaut le coup. Donc j'ai dit que je voulais faire une vidéo qui durait à peu près 15 minutes, je vais essayer de pas déborder. Dans l'article que je vous mets en description, il y a aussi les Play to Earn, donc je vais juste en faire une petite parenthèse. Les Play to Earn, c'est quoi? C'est des jeux vidéo où vous allez essayer de jouer pour en tirer un profit. Donc généralement, vous avez un jeton natif pour chaque projet, donc le jeton AXS pour Axie Infinity, DPET pour MyDefiPet, etc., etc. Avec ces jetons, avec ces crypto-monnaies, vous allez pouvoir acheter des œufs. Ces œufs, vous allez pouvoir les faire éclore. Et dans ces œufs, vous allez retrouver votre petite créature, votre petit NFT. Donc c'est vraiment du facteur chance à chaque fois. Vous ne pouvez pas savoir d'avance ce qu'il va y avoir dans l'œuf. Donc vous ne pouvez pas savoir d'avance si vous allez avoir quelque chose de rare ou pas. Donc c'est ce côté un peu chance, ce côté un petit peu casino qu'on retrouve dans les paquets de cartes Pokémon, Yu-Gi-Oh, Magic par exemple, qui est retransmis ici dans la blockchain, et c'est ça qui fait aussi que ça fonctionne, puisque on retombe un peu dans l'enfance, il y a de l'argent à se faire potentiellement, et vous connaissez un petit peu l'addiction au jeu, ça peut aller très très vite. Donc faites vraiment attention à vous. Si vous voulez en savoir plus sur les Play to Earn, je vous laisse l'article en description, il y a tout d'expliqué. Prenez le temps de lire. Il va se passer plein de trucs du côté des NFT. Si vous êtes encore un petit peu sceptique, je le comprends. Moi, personnellement, je n'ai pas encore trouvé un jeu vidéo qui a fait mouche chez moi. Mais j'ai les yeux sur Orori, Big Time et Mir 4 qui ont chacun leur petite propriété. Orori, ça ressemble un petit peu à du Pokémon Dofus avec un système de combat. Genopet, ça ressemble à Pokémon. Big Time, ça va être un action RPG avec des skins tokenisés. Et Mir 4, c'est un MMORPG où justement les accoutrements, les équipements en jeu vont être aussi tokenisés et pourront être échangés entre les utilisateurs. Donc il va se passer plein de choses, pas mal d'informations dans cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si vous voulez un épisode plus spécifique sur les Play to Earn, vous me le dites en commentaire. Moi je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo de vulgarisation crypto. Ciao tout le monde.